C'est-à-dire que je ne connais pas de placement où tu peux générer un tel niveau de rendement avec finalement un risque si modéré quand tu sais là encore sélectionner les grands gérants. Et ils ont compris, ces acteurs-là, que quand on sait sélectionner les fonds, eh bien, il n'y a pas d'accident. Le fonds qui n'a pas rendu l'argent, c'est simple, il n'est plus en face de toi pour lever sa génération 5, 6, 7 parce que c'est fini. Comme Thomas Bravo, ils ont rendu plus de 30% en moyenne à leurs investisseurs par an. Net de frais, net de carry. Sauf que quand toutes les semaines, on t'annonce que la Poste va te réduire un camion la semaine prochaine pour cause de Covid, eh bien, il faut trouver des solutions. En LBO, tu préfères trouver la solution la veille que le surlendemain parce que chaque minute compte. Je pense qu'on sous-estime complètement la révolution qu'on vit, mais c'est exceptionnel pour les investisseurs. Certains me disent « Ouh là là, là, quand on commence à s'intéresser aux particuliers, c'est que la fête est finie, etc. » Nous, on le voit pas du tout comme ça. Bienvenue sur Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour investir, faire fructifier son argent et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler du private equity, qui est un très grand marché, un marché assez méconnu du grand public. Et pour parler justement du private equity, aujourd'hui, je reçois Pierre Olivier, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le private equity, qui a monté Arch Invest. On va parler de tout ça. Bonjour Pierre Olivier. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, un peu ta carrière, peut-être des faits marquants dans le private equity? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, donc je m'appelle Pierre-Olivier Desplanches, je suis directeur général et cofondateur d'Arch Invest. Et avant ça, j'ai fait toute ma carrière, ou presque, en private equity. J'ai près de 25 ans d'expérience dans cette industrie. J'ai fait un premier passage en audit chez Arthur Andersen pendant à peu près 18 mois. J'avais eu la chance de faire un stage en private equity qui m'avait vraiment convaincu que c'était ce que je voulais faire. Mais je voulais gagner de l'autonomie et l'audit était plutôt propice pour ça. Et ma vie a un petit peu basculé plus vite que prévu. En général, les gens passent 3 ans dans un cabinet d'audit et puis ensuite ils partent en industrie ou ailleurs en ayant acquis une belle expérience et beaucoup d'autonomie. Et puis moi finalement, au bout de 18 mois, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé de Carlyle, qui était un fonds américain qui s'implantait en Europe. Et sur finalement une petite phrase, je lui ai dit écoute, non, c'est un peu tôt pour aller interviewer chez eux, je vais encore me donner 1 an et demi. Il m'a dit tu sais, c'est vraiment pour être très impliqué sur les deals, former des binômes. Et j'avais un petit peu peur d'être finalement en support de directeur. Et donc là, sur cette petite phrase, je me suis dit ah bah si c'est vraiment pour être impliqué dans la vie du deal, rencontrer le vendeur, etc. Donc du coup, j'ai passé les entretiens, j'ai été convaincu par l'équipe et du coup, j'ai décidé de rejoindre cette aventure. Ça s'est bien passé et du coup, on a levé, investi les fonds successeurs et moi, j'ai accompagné Carlyle presque 20 ans sur 4 générations de fonds, le plus gros faisant 5,3 milliards. Moi, j'ai pu toucher finalement à pas mal d'industries. J'ai commencé un premier deal dans les médias. C'était une société assez rigolote qui va parler aux gens, vu que c'est le Figaro, le groupe de presse. On a aidé la maison mère Soc Press, qui était très endettée, à monter une opération de LBO sur le Figaro. On a géré LBO, on reviendra dessus après, on définira pour le terme, bien sûr. Donc, un montage particulier qui permettait à la maison mère de générer un dividende et de réduire sa dette. On a géré l'actif pendant 3 ans et demi. On l'a revendu au groupe Dassault, qui a fini quelques années plus tard par racheter l'ensemble du groupe Soc Press. Quelques autres transactions et puis un passage dans 2 autres fonds avant de décider en 2022 donc de cofonder Arch Invest, qui est une plateforme spécialisée dans le private equity pour permettre notamment à des investisseurs particuliers d'accéder à ces grands fonds de private equity. Effectivement, Carlyle aujourd'hui c'est devenu un des plus gros gérants dans le private equity. C'est américain, c'est ça? C'est un fonds d'origine américaine exactement, et qui est devenu un fonds mondial. Ils ont plus de 25 bureaux dans le monde. Ok, et donc toi, tu as développé la branche européenne. Alors moi, du coup, voilà, j'ai rejoint le bureau de Paris pour couvrir les investissements principalement en France, mais ça m'a quand même amené à travailler beaucoup aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, parce qu'il y avait des sociétés françaises qui avaient des activités très importantes là-bas. Et on avait d'autres géographies, une équipe espagnole, une équipe allemande, une équipe anglaise. Et donc, on investissait le fonds européen sur plusieurs géographies, donc pour diversifier les secteurs et les géographies. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent même pas encore le private equity. On va peut-être définir ce que c'est. Alors, comment ça marche le private equity? Tu parlais donc de fonds, tu parlais de LBO. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bien sûr. Donc, private equity, c'est quoi? C'est investir du capital dans une société qui est privée. Donc, une société privée, ça va être quoi? Ça va être une filiale d'un groupe industriel qui lui-même peut être coté. Ça peut être un groupe familial. Ça peut être une société sous LBO, donc qui est détenue par un fonds d'investissement. Mais c'est une société qui ne sera pas publique, donc on ne pourra pas s'échanger des parts de cette société sur un marché réglementé. Qui n'est pas coté en bourse. Qui n'est pas coté en bourse. Mais la particularité, c'est que c'est toujours en partenariat avec une équipe de management et à la fin, vous
créer de la valeur en finançant l'économie réelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce mot private equity, ça peut paraître opaque, mais finalement c'est très simple. C'est que vous allez accompagner des équipes de management, des aventures humaines sur des choses très très concrètes. Vous allez accompagner une société qui produit un service ou qui fabrique un bien de consommation, mais vous accompagnez vraiment ces aventures humaines pour créer de la valeur avec ces équipes de management. Et donc pour l'investisseur, c'est quelque chose de très tangible. Il y a des produits financiers qui sont qu'on appelle plus froids, comme des produits structurés, qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus compliqués à comprendre. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment un bien qui est produit, un service qui est rendu, et on essaye d'accompagner une stratégie gagnante pour créer de la valeur. C'est ça, donc c'est prendre des actions dans une entreprise non cotée. Ça peut être de la start-up à finalement une entreprise plus régionale, voire nationale, voire internationale, mais qui est tout simplement pas cotée en bourse et qui a besoin de financement ou dont les fondateurs veulent peut-être de l'aide, etc. Tout à fait. Peut-être, vu que si tu me demandes ma conclusion, c'est quoi le private equity? Je vais dire ça en quelques mots. C'est finalement investir dans des actions que, de mon point de vue, avec l'expérience que j'ai, je considère qu'elles sont mieux gérées que les sociétés qui ne sont pas accompagnées par des fonds. Par exemple, chez Carlyle ou peu importe, dans les fonds de private equity, donc comment ça se passe concrètement? On a une entreprise donc, qui a besoin de fonds, qui va dire j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de lever, ou je suis régional, je veux devenir national. Alors peut-être, il faut revenir sur les différentes stratégies qui sont dans le private equity. Tu en as trois principales. C'est ce qu'on appelle du capital risque en français, ou du venture capital en anglais, du capital développement ou du growth equity en anglais, et du LBO. Donc en anglais, ça veut dire quoi? LBO, c'est leverage buyout. Donc c'est acquisition avec effet de levier. Et c'est finalement trois stratégies correspondent à trois phases de maturité de l'entreprise. Tu as une entreprise qui se lance, tu as une idée, tu vas convaincre des investisseurs que c'est une bonne idée. Parfois, tu n'as même pas de chiffre d'affaires. On parle de venture capital ou de capital risque. Donc c'est évidemment très risqué. La particularité, c'est que le fonds qui va accompagner cette équipe de management est minoritaire aux côtés de l'équipe fondatrice. Donc là, évidemment, ce sont des investissements qui sont très risqués parce que la société, entre guillemets, est très fragile, et parfois, comme je disais, à peine de chiffre d'affaires. Mais ça peut devenir une pépite, évidemment. Tout le monde va penser à des sociétés comme Instagram, Facebook, qui ont été évidemment à un moment des sociétés très, très fragiles, et qui sont devenus des leaders de la technologie. Ensuite, tu as des sociétés qui ont évolué, qui ont su grandir, mais qui ont encore besoin de fonds à leur côté pour se développer. Donc, c'est là où on parle de capital développement ou growth equity en anglais. Là encore, tu as des fonds, c'est une autre typologie de fonds, qui vont accompagner ces équipes, mais toujours de manière minoritaire. Et puis, la société, beaucoup plus établie, elle génère des cash flows, donc elle génère du chiffre d'affaires, du résultat positif et du cash chaque année. Et donc, là, on va parler de transmission, de capital transmission, donc avec effet de levier. Donc concrètement, à LBO, c'est la stratégie la plus importante du private equity. Ça représente à peu près 50% ou plus de l'ensemble du private equity de ces trois stratégies. J'oublie le capital retournement, qui est finalement une niche quand finalement ça ne s'est pas très bien passé. Mais sur l'ensemble du marché du private equity, la pierre angulaire, c'est le LBO. Donc c'est la stratégie maîtresse. Et concrètement, c'est quoi un LBO? Si on prend un exemple très simple, tu veux t'acheter un appartement qui vaut 100, tu vas aller voir une banque et tu vas lui dire, voilà, j'ai besoin de 100 de ressources, voilà l'appartement que je vais acheter, j'aimerais mettre de la dette, combien, toi, banque, tu peux me prêter? Eh bien, en fonction de ta capacité à rembourser tes intérêts et ton principal, la banque va peut-être te dire, tiens, je te prête 70, et donc tu vas apporter 30 de ta poche, et du coup, tu auras réuni les 100 pour acheter l'appartement. Et puis, tu vas rembourser ta dette et tes intérêts chaque année à ton rythme, avec tes revenus. Un LBO, c'est exactement pareil. C'est un fonds d'investissement qui va lever d'abord de l'argent auprès d'investisseurs historiquement institutionnels. Donc, il va aller voir des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance, des fonds souverains. Il va les convaincre qu'il a la bonne stratégie pour pouvoir créer la valeur. Et donc, il va obtenir des engagements de financement en capital de ces gens-là. Et donc, il va travailler, comme ce que j'ai fait chez Carlyle, où on a analysé le marché français sur des stratégies qui nous paraissaient intéressantes. Et du coup, on a repéré une société, on va essayer de l'acheter.
Et du coup, on va voir, à l'époque, c'était des banques traditionnelles. Aujourd'hui, ce sont plutôt des fonds de dette privée, mais ça fonctionne de la même façon. On va lever le maximum d'argent qu'on peut, ou en tous les cas, de la dette qui permet d'optimiser le montage. Et donc, en fonction de la capacité de l'entreprise à rembourser cette dette et ses intérêts, eh bien, on va obtenir une certaine somme d'argent. Mettons que là encore, ce soit 70 pour une société qui vaut 100. Et les 30 vont être mis au niveau du capital du fonds, donc qui a été élevé au niveau des investisseurs institutionnels et aujourd'hui institutionnels et particuliers. Et donc, on a réuni les 100 et donc on va pouvoir du coup racheter cette entreprise. Donc, ça fonctionne exactement comme l'achat d'un appartement où on met de la dette pour optimiser le montage. Alors, le private equity, tu le disais, historiquement, c'est plutôt pour les institutionnels, les fonds de pension, etc. et peut-être aussi les plus fortunés. Pourquoi c'est un investissement qui était historiquement réservé aux plus riches et aussi pourquoi cet investissement-là, il a une part importante dans leur portefeuille? Alors, c'est très, très bonne question. Historiquement, en fait, ces fonds, et c'est toujours le cas pour les très grands fonds, lèvent de l'argent avec des tickets minimums qui sont très élevés. Tu prends les meilleurs fonds du monde, ils te demandent 20 millions d'euros, comme un fonds comme CVC, qui a levé le plus gros fonds en Europe entre janvier et août 2023. Donc, des tickets qui sont peu accessibles, voire pas du tout accessibles pour des investisseurs particuliers, même pour des grands family office. Donc historiquement, effectivement, c'est un marché uniquement d'institutionnels. Alors pourquoi ces institutionnels sophistiqués comme les fonds de pension américains, compagnies d'assurance ou fonds souverains investissent dans le private equity? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont réalisé que depuis qu'ils investissent dans cette classe d'actifs, quand on sait sélectionner les bonnes équipes, et eux-mêmes ont des équipes de sélection, et ça c'est fondamental dans leurs équipes, ils vont analyser les meilleurs fonds sur la base de plusieurs critères, eh bien, ils se rendent compte qu'on a accès à des retours très élevés, donc des rendements annuels très élevés, finalement en prenant un risque très limité. Et donc, du coup, ils ont augmenté, année après année, leur exposition à ces fonds de private equity. Et c'est pour ça qu'on a une croissance du marché du private equity à 2 chiffres depuis 25 ans. Et donc, finalement, tu as des fonds de private equity qui se sont concentrés uniquement sur ces institutionnels pour lever leur argent. Mais aujourd'hui, ils peuvent avoir déjà atteint des parts de marché significatives chez ces gens-là. Donc, quand tu as 30-35% de parts de marché chez un fonds de pension américain, eh bien, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir continuer à en gagner? Oui, sûrement quelques points. Est-ce que je vais doubler la part de marché? Sûrement pas. Donc, en fait, tous les fonds se retrouvent à un moment où ils se disent, comment on fait pour diversifier notre collecte de fonds, parce que pour croître dans les années à venir, il va falloir trouver de nouveaux pourvoyeurs de fonds. Et donc, naturellement, ils se tournent vers une population qui est peu ou pas exposée au private equity, que sont les particuliers, en tous les cas en France et en Europe. On considère qu'on est plutôt à 1%, voire un peu moins dans certains pays. Et pour ces fonds, ça représente un potentiel aussi élevé que les investisseurs institutionnels. Donc finalement, pour nous, on voit ça comme quelque chose d'extrêmement intéressant et une révolution très favorable. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu l'as bien compris, pour avoir accès à des rendements très élevés avec finalement un risque très modéré, il faut être un institutionnel, avoir la capacité à mettre des tickets très élevés dans ces fonds. Donc la porte a été clairement pas ouverte aux investisseurs particuliers. Donc la révolution de palais qu'on vit aujourd'hui, c'est que tu es un investisseur particulier grâce à une plateforme comme ArchInvest, tu peux accéder à cette qualité de fonds, à la même qualité de fonds, à partir de 100 000 euros. Donc finalement, l'image, c'est que tu es un petit peu invité à la même table que des institutionnels qui, depuis 25-30 ans, ont compris que c'était là qu'il fallait investir pour avoir la meilleure rentabilité et le meilleur couple risque-rendement. Et donc, toi, finalement, ça y est, enfin, tu peux participer à ces investissements. Tu peux être invité à cette même table. Très intéressant. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas 100 000 euros, il y a du private equity aujourd'hui accessible. 500 euros, 1000 euros sur assurance vie ou des fonds de la BPI qui sont accessibles à 500 euros. C'est peut-être pas la même qualité, mais en tout cas, bon, cette discussion peut quand même intéresser les gens qui n'ont pas 100 000 euros, puisqu'il y a du private equity accessible à des tickets bien inférieurs aussi. Alors peut-être un commentaire là-dessus. Effectivement, il y a la possibilité d'investir dans des fonds de private equity. Comme tu le disais, ce n'est pas tout à fait les mêmes produits. C'est souvent dans l'assurance vie que ces fonds sont proposés. Donc c'est avec un appel unique où, par exemple, tu dois t'engager sur 30 000 euros. Tu vas verser les 30 000 euros d'un coup. Donc évidemment, ta performance n'est pas la même parce que, contrairement à un fonds comme ceux qu'on propose et qui sont proposés aux institutionnels, tu es appelé au fur et à mesure en fonction du déploiement de l'argent. Donc, à la fin, le rendement est moindre, mais comme tu le dis, il en faut pour tout le monde. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces fonds de qualité institutionnelle que nous, on propose, avec un ticket minimum de 100 000 euros, vu que le fonds investit l'argent en moyenne sur 4 à 5 ans, eh bien, en fait, tu n'es pas appelé sur 100 000 euros d'un coup. Donc, tu es appelé en moyenne, j'ai envie de dire, c'est à peu près 25% par an, vu que les fonds déploient l'argent sur 4 à 5 ans. Donc, c'est important aussi de comprendre que
tu n'as pas forcément besoin d'avoir les 100 000 € sur ton compte le jour où tu t'engages. Et il y a des stratégies, on pourra y revenir, comme le secondaire, où finalement tu as des distributions très rapides et du coup ça réduit beaucoup le montant que tu peux mobiliser. Donc si tu signes un bulletin de 100 000, en général tu es appelé à hauteur de 60 000 € sur la période. Donc ça fait baisser forcément le montant que tu dois mobiliser. Ouais, 60 000 € appelés sur 4 ans. Sur 4 à 5 ans, exactement. Donc forcément ça aide aussi à démocratiser le produit et toujours avec des qualités de fonds institutionnels. Nous, on a des critères très très stricts qu'on applique à toutes nos sélections, quelles que soient les stratégies qu'on a choisies pour nos investisseurs. Mais effectivement, certaines stratégies permettent de pouvoir s'engager sans avoir forcément 100 000 € devant soi sur 4 à 5 ans. Alors, je reviens juste sur un petit point. Tu disais que les compagnies d'assurance investissaient en private equity. Est-ce que les compagnies d'assurance aussi françaises, européennes, ont un gros portefeuille de private equity? Alors, je pense aux assurances que les gens peuvent connaître, AXA, Oui, bien sûr. Generali, Ouais, etc. tout à Donc, fait. il faut comprendre que eux aussi ont leur portefeuille. En fait, tu es une compagnie d'assurance, tu du es un cash, fonds de pension ouais. américain, voilà, tu as des primes, tu as du cash, tu dois le faire fructifier parce que évidemment, tu peux avoir des dommages à couvrir qui peuvent être importants. Donc, tu dois allouer ton argent. Et là encore, ça fait 25-30 ans qu'ils ont réalisé que quand on sait sélectionner, et là encore, ils sélectionnent, ils ont des équipes qui font beaucoup d'analyses pour aller chercher les bons fonds. Il faut être très clair, si c'était si facile de sélectionner les fonds, ça se saurait et nous, on aurait un rôle très, très limité. Si c'était uniquement sur la base de la performance, tu as des bases de données qui existent, tu regarderais l'ensemble de la performance du fonds et tu te dirais, bon, bah ok, ça fait 3 générations de fonds qui délivrent une très bonne performance, on y va, l'avenir se répliquera. Évidemment, ce n'est pas le cas. J'aime à dire que la pancarte ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est Carlyle, ça doit être super, c'est KKR, ça doit être super, etc. Ça ne veut strictement rien dire parce que Carlyle, KKR, Blackstone, ce sont des gérants qui gèrent des dizaines de fonds. Donc en fait, certains peuvent être très bons, d'autres finalement pas si bons que ça. Donc il faut faire l'analyse au niveau du fonds en lui-même, de l'équipe. Et là, tu as plusieurs critères qu'il faut appliquer. Mais on ne peut pas se cacher derrière un fonds connu, ou que ce soit Ardian ou Euraseo, qui sont des belles marques. Mais là encore, ils gèrent plusieurs types de fonds. Certains peuvent être très bien et d'autres moins bien, comme l'histoire l'a montré. Donc c'est pour ça que la sélection, elle est fondamentale et que ces équipes ont des équipes internes de sélection. Mais oui, AXA, ils ont besoin de diversifier leur argent, de créer de la valeur. Et ça fait 30 ans qu'ils ont une augmentation constante de leur exposition private equity. Et c'est valable aussi, tu vois, pour les grandes universités américaines qui ont beaucoup d'argent à investir, Yale, Stanford. Ils investissent 35% de leurs actifs en private equity. Ouais. Et aussi donc les fonds de pension surtout américains. Oui, bien sûr. Un fonds de pension américain, c'est simple. Ils doivent gérer les retraites des Américains. Leur job, c'est de faire fructifier cet argent, mais ils ne peuvent pas le perdre. Tu te doutes bien qu'ils ne peuvent pas dire désolé, cette année, on a fait moins 6 sur la pension. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver des actifs qui génèrent de la création de valeur tout en étant très diversifiés, en prenant finalement très peu de risques. Et ils ont compris, ces acteurs-là, que quand on sait sélectionner les fonds, eh bien, il n'y a pas d'accident parce que le fonds qui n'a pas rendu l'argent, c'est simple, il n'est plus en face de toi pour lever sa génération 5, 6, 7 parce que c'est fini. La confiance n'existe plus. Il y a tellement de fonds qui ont une performance exceptionnelle que tu ne lèveras pas derrière. Donc, c'est ça aussi qui est très stimulant dans cette industrie. C'est que quand tu investis derrière un fonds, tu sais, et on y reviendra, que l'équipe, si elle veut continuer à se développer, elle ne peut pas se permettre de planter l'argent. Ce n'est pas possible. Faut bien comprendre que effectivement, le private equity, c'était réservé donc à ces grands institutionnels. Ça existe depuis un moment et c'est en forte croissance. Il y a de plus en plus de sociétés du coup qui ne veulent pas rentrer en bourse, mais qui trouvent plutôt un moyen de se faire accompagner et de lever des fonds plutôt via le private equity. Le private equity qui a une forte croissance, contrairement à la bourse. Donc, il y a de moins en moins d'actions cotées depuis 25 ans. Cette classe d'actifs qui était réservée aux institutionnels et aux plus fortunés devient accessible aujourd'hui aux particuliers. J'aimerais maintenant comprendre quels sont les avantages de cette classe d'actifs. Pourquoi investir en private equity quand on est un particulier? On a parlé de la performance. Est-ce que peut-être déjà on peut sortir des chiffres? Écoute, sur longue période, et quelles que soient les périodes, c'est à peu près la même chose. Le marché du private equity mondial, il rend entre 12 et 15% net de frais aux investisseurs. Donc, tu vois, des fonds de pension américains, compagnies d'assurance qui ont investi depuis très longtemps dans ces fonds. Si elles avaient investi dans un index moyen, ça donnerait un indice, ça donnerait à peu près 12-15%. Quand tu regardes les meilleurs fonds du premier quartile, sur longue période, ce sont des fonds qui ont livré 20% au plus. Donc 20%, c'est 40% de plus que la moyenne. Donc évidemment, c'est là où la sélection
joue un rôle majeur parce que si ton client, tu lui rends 40% de plus, à la fin, ça se voit un petit peu. Mmh. Et tu as même certains fonds qui ont rendu, nous on a sélectionné des fonds européens qui ont rendu en moyenne 30%, voire pour un peu plus. C'est notamment un fonds français qui a rendu plus de 30% depuis l'origine, ou depuis 2014. Et là encore, on prend des fonds qui sont établis depuis de nombreuses générations. Je ne te prends pas un fonds qui existe depuis 4 ans. C'est des générations 6 qui sont enlevées, voire plus. Donc beaucoup de track record, et ce sont des fonds qui ont rendu 30%. Aux États-Unis, tu trouves des fonds qui ont rendu 30% ou plus depuis 2000. Donc évidemment, c'était juste un marché qui était complètement inconnu. Et c'est pour ça que là encore, je pense qu'on sous-estime complètement la révolution qu'on vit, mais c'est exceptionnel pour les investisseurs. Certains me disent ouh là là, là quand on commence à s'intéresser aux particuliers, c'est que la fête est finie, etc. Nous, on le voit pas du tout comme ça. C'est que c'est pas du tout quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. C'est les fonds ont besoin de diversifier leur collecte, et c'est une très bonne nouvelle pour l'investisseur particulier. Donc ça, c'était la performance. Est-ce que d'ailleurs, au niveau de la performance à venir, est-ce qu'on peut tabler sur le même ordre de grandeur ou est-ce que les performances peuvent se tasser avec le temps là, sur le private equity? Alors ça, c'est intéressant. En 25 ans, si tu veux, j'ai entendu tout et son contraire, qu'évidemment, il fallait baisser les TRI, qu'on n'allait pas pouvoir avoir ce niveau de TRI, etc. En fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a des périodes, évidemment, où tu te retrouves, comme la période qu'on a vécue, où les taux d'intérêt étaient très bas, voire négatifs, où tu as affluence de cash, donc tu as beaucoup, finalement, d'acteurs qui peuvent acheter des sociétés, tu as une concurrence importante. Et donc, tu as pu créer de la valeur, mais c'était quand même un petit peu compliqué parce que fallait être sûr que si tu achetais cette société, finalement, quand même, au prix complet, hein, c'est-à-dire tu l'achetais pas au rabais, eh bien, il fallait la revendre dans de bonnes conditions parce que sinon, tu allais te faire pincer les doigts. Ce qui se passe, c'est que on voit clairement certains fonds, comme je t'ai dit, depuis 25 ans, qui ont délivré 30% de croissance, donc de rendement. Donc, tu as des cycles, évidemment, où la performance va être un peu moins bonne, et puis d'autres où tu vas rendre plus de 30% par an sur certains millésimes. On peut considérer que il y a plus de concurrence, etc. Il y aura de moins bons rendements. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois plus par rapport au moment où tu rentres dans le cycle. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'après toute cette période finalement de taux d'intérêt très bas, où les prix étaient vraiment chers, hein, c'était très concurrentiel. Tu avais toujours quelqu'un qui était prêt sur un prix qui normalement vaut 100 quand tu as fait ton analyse, à payer 110, 115 parce qu'il avait besoin d'investir son argent pour passer au fonds suivant, ou qui n'avait pas fait de deal depuis longtemps. On est passé dans un monde où les taux d'intérêt ont augmenté. Alors oui, là, ils corrigent, mais en absolu, ils sont évidemment beaucoup plus élevés que pendant la période où ils étaient négatifs ou nuls. Tu vas me dire, c'est pas difficile. Et donc ça crée une opportunité importante parce que depuis 24 mois ou un peu plus, depuis l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le marché non coté, qui n'a pas du tout été le cas dans le marché coté. Il y a eu très peu d'impact de l'inflation, de guerre, d'augmentation des taux d'intérêt sur le CAC. Il a fallu finalement attendre que Macron dissolve l'Assemblée. Puis là, il est quand même bien remonté. Dans le marché du non coté, ça a corrigé avec l'augmentation des taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes une société sous LBO, tu mets de la dette. La visibilité sur l'économie étant moins bonne, les niveaux de dette étaient plus faibles et cette dette coûtait plus cher. Donc mécaniquement, si tu veux atteindre ton niveau de rendement, eh bien, il faut que tu payes moins cher. Donc là, on est dans un marché où depuis 24 mois, il y a finalement moins de deals qui se font. Pourquoi ? Parce que tu as des vendeurs qui attendent des prix que les acheteurs ne sont pas prêts à offrir. C'est un peu comme dans l'immobilier, tu te regardes en chien de faïence. Et puis, évidemment, à la fin, il y en a un qui va craquer. Et l'histoire a prouvé que c'est toujours le vendeur qui doit s'ajuster parce que l'acheteur, il ne va pas volontairement surpayer. Il ne va pas se dire je vais payer ce prix-là en espérant que dans 4 ans, je vais revendre avec un meilleur multiple sur mon résultat d'exploitation. Donc, c'est le vendeur qui s'ajuste. Mais effectivement, on a moins d'activité dans le marché du LBO. Mais la très bonne nouvelle pour les gens qui déploient l'argent sur des millésimes depuis 2022, c'est que tu investis l'argent dans un marché qui a corrigé, donc avec un prix d'entrée très attractif. Et l'histoire a prouvé que finalement, quand tu peux acheter de belles sociétés à des prix attractifs, c'est souvent les meilleurs millésimes. Si tu regardes sur très longue période, le meilleur millésime, c'est 2010. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'on est en 2010, mais en 2010, c'est quand même compliqué de faire un deal. On y va très, très peu clair. Il y a des fonds assez agiles qui ont identifié des belles sociétés, qu'ils ont évidemment acheté à des prix très intéressants. Et puis, 4 à 5 ans plus tard, quand tu veux revendre l'actif, eh bien, l'économie est plus prospère, la confiance est revenue, le prix est remonté, donc du coup, tu réalises ton meilleur millésime. Le pire millésime, finalement, c'est 2005. Tu déploies l'argent dans un marché qui est relativement solide, et puis 4-5 ans plus tard, tu veux commencer à vendre tes sociétés en portefeuille.
tu es en pleine crise financière mondiale, donc évidemment, ce n'était pas le bon moment. Mais ça, si on le savait à l'avance, ce serait facile. Et aujourd'hui, nous, on considère qu'il y a une fenêtre d'opportunité assez exceptionnelle pour rentrer dans le private equity. Et une bonne pratique, je pense aussi, c'est de diversifier dans le temps ses entrées, puisqu'effectivement, on ne saura pas. On a oublié de dire d'ailleurs qu'en général, un fonds a une durée de vie de 10 ans en moyenne. Donc, les appels de fonds se font sur 4 à 5 ans. Et puis, 5 ans plus tard, le fonds est liquidé et les investisseurs. La façon dont ça se passe, c'est que effectivement, la durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans. Pourquoi? Parce que tu as à peu près 5 ans pendant lesquels tu vas déployer l'argent. Et comme tu le dis très justement, c'est pas parce que tu rentres dans un fonds en 2025 que tu vas tout investir en 2025. Pas du tout. Le fonds, Oui. il va lisser les investissements sur 4 à 5 ans. Donc déjà, tu lisses les cycles économiques. Si tu réinvestis les produits de cession que tu retrouves en 2025, tu vas aussi permettre de diversifier des vintages. Donc tu vas t'équilibrer finalement sur plusieurs environnements économiques. Et donc, ça dure 10 ans parce que chaque flux, finalement, va travailler 4 à 5 ans. Quand l'équipe d'investissement du fonds va identifier une société et l'achète, elle va se donner à peu près 4 à 5 ans pour créer de la valeur et revendre cette société avec une plus-value. Ok, donc c'est intéressant de savoir que dans un fonds, on a déjà plusieurs entreprises sous LBO ou autres. Et en plus de ça, on diversifie, on lisse ses entrées puisque c'est sur 4 à 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est une forme de diversification temporelle aussi intéressante. Et puis, en tant qu'investisseur aussi, donc si on a du cash à déployer, on peut le déployer donc, cette année, aussi acheter en N+1, N+2, N+3, etc. Exactement. Pour ça, quand tu constitues un produit fonds de fonds, tu permets à des investisseurs déjà d'accéder à des fonds dans lesquels ils ne pourraient pas rentrer parce que, comme on l'a dit, ce sont plusieurs millions. Tu vas avoir effectivement un effet portefeuille au niveau du fonds. Et vu que tu vas mettre 3 ou 4 fonds, là par exemple dans notre fonds LBO européen, on a 4 fonds. Donc on est exposé en tout à 60-70 sociétés donc, qui elles-mêmes vont être diversifiées d'un point de vue géographique et sectoriel. Donc tu diversifies de façon très très importante. Si on regarde sur le secondaire, qui est une stratégie encore différente, là tu as une diversification encore plus importante et sur 5000 sociétés. Donc à la fin, nous on prône vraiment la diversification parce qu'évidemment on trouve ça très dangereux de se concentrer sur un seul gérant ou évidemment sur une seule société. Et donc c'est pour ça qu'on va créer ces produits de diversification, toujours sur des stratégies pures pour pouvoir permettre à un investisseur de choisir le profil de risque-rendement qu'il souhaite et en fonction de son appétence à la liquidité, les stratégies ne sont pas toutes aussi pertinentes, mais avec une diversification des sociétés sous-jacentes très importante. Je pense que ceux qui connaissent la chaîne, de toute façon, savent l'importance de la diversification, peu importe d'ailleurs la classe d'actifs. C'est intéressant de dire que le private equity, finalement, ajoute une nouvelle classe d'actifs aux investisseurs qui n'étaient pas équipés auparavant. Et donc, ça aussi, ça peut être un avantage du private equity. Je profite de cette vidéo pour vous parler de S'Investir Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé avec 2 associés, dans lequel on accompagne des chefs d'entreprise comme des particuliers pour les accompagner sur leur patrimoine de A à Z et notamment leur donner accès aux meilleures solutions d'investissement parmi tout le marché, et notamment en private equity avec nos partenaires privilégiés comme Archinvest. Et donc, on va pouvoir vous accompagner pour voir si c'est vraiment optimisé pour vous d'avoir du private equity, dans quelles conditions, quel mode de détention, comment on va pouvoir optimiser tout ça. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner par S'Investir Conseil, je vous mettrai un lien dans la description. Donc, on a parlé finalement de la performance, on a parlé donc de la diversification. Je voulais qu'on parle aussi de la résilience en période de crise. Comment ça se passe le private equity quand les marchés vont mal, quand on est en 2008 par exemple? Quel est le taux de casse par exemple? Je pense que pour répondre à cette question, il faut peut-être faire une petite parenthèse sur comment fonctionne un deal de LBO, si on parle du LBO. Donc, il y a plusieurs caractéristiques à la façon dont une opération de LBO est montée et notamment, ça se comparera bien avec la gestion d'une société cotée et ça reprendra aussi le point que tu faisais tout à l'heure où finalement il y a de moins en moins de sociétés qui se cotent en bourse, où le marché du private equity s'est beaucoup développé et continue à se développer. Donc on peut se poser la question de pourquoi finalement tous ces acteurs institutionnels sophistiqués investissent de plus en plus en private equity. C'est la conclusion à laquelle j'arrive et après je vais expliquer pourquoi j'arrive à cette conclusion après 25 ans d'expérience et pour l'avoir vécu personnellement. C'est que moi, je considère que les sociétés sous LBO sont mieux gérées que les autres sociétés, donc qu'elles soient non accompagnées, que ce soit des sociétés familiales ou que ce soit des sociétés cotées en bourse. Alors, pourquoi est-ce que je considère qu'elles sont mieux gérées? J'ai envie de dire 4 piliers à cette création de valeur en private equity, dont certains sont vraiment plus importants que d'autres. Le premier, c'est que déjà, tu vas confier ton argent à une équipe qui est chevronnée. Quand tu confies ton argent à un grand fonds de private equity, eh bien, les équipes qui ont été sélectionnées pour investir cet argent sont des experts, sont extrêmement agiles, très sophistiqués, finalement, consacrent
consacrent leur temps, leurs vacances, leurs week-ends à investir l'argent ou à suivre la société si besoin. Il y a une porosité justement très, très forte entre ta vie privée et ta vie professionnelle parce que tu dois faire en sorte que ça se passe bien. Et on verra pourquoi, parce que toi-même, tu as mis beaucoup d'argent dans la société. Très exigeant, une carrière en Voilà, private c'est equity, c'est très exigeant. très exigeant, surtout dans ces grands fonds de private equity où tu vas trouver des gens avec des parcours académiques extrêmement, extrêmement sophistiqués. Donc déjà, tu peux te dire, mon argent, il est géré par des experts et ils ont été triés sur le volet. Deuxième élément, c'est qu'au-delà des montages que tu vas mettre en place, on a parlé de l'effet de levier, donc la dette que tu vas rajouter pour augmenter le rendement, tu vas faire des analyses très détaillées sur l'entreprise que tu vas acheter. Tu ne vas pas évidemment te dire, bon, ça a l'air intéressant, effectivement, j'ai parlé 2 heures avec l'équipe de management, il m'a convaincu. Tu vas soulever chaque pierre pour savoir exactement ce que tu achètes et tu vas le faire avec des experts. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les due diligence, donc des analyses détaillées. Tu as plusieurs semaines pour le faire et souvent, ce que les fonds font maintenant, c'est qu'ils anticipent au plus les deals qu'ils peuvent faire pour connaître les sociétés depuis plusieurs années. Et parfois, tu vois, CVC nous a avoué qu'une société qu'ils ont analysée depuis déjà 10 ans, qui a même été en bourse, ils ont réussi à la sortir de bourse. C'est une société que tout le monde connaît qui s'appelle April dans l'assurance. Ça leur a pris 10 ans avant de faire le deal. Donc évidemment, tu doutes bien que tu as beaucoup d'historique, beaucoup d'analyse. Et donc, quand tu achètes actif, tu as pris moins de risques. Donc, tu vas travailler avec des experts stratégiques, des gens qui s'appellent Boston Consulting Group ou McKinsey, qui vont te permettre de savoir si la société est sur un marché en croissance, si elle est bien positionnée dans la chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, de rupture technologique majeure qui va faire que le produit ou le service que tu rends va devenir obsolète? Évidemment, je te prends un exemple. Tu veux analyser une société qui est dans la traduction. Bon, si tu rates l'intelligence artificielle 1 an plus tard, ça va révolutionner ton business qui va probablement valoir proche de zéro parce que l'intelligence artificielle va remplacer la valeur ajoutée que tu as apportée. Bon, c'est ce genre de choses que tu vas faire. Une fois que tu t'es convaincu, tu continues les analyses avec l'équipe de management qui va te présenter son business plan. Donc, tu vas l'analyser, tu vas challenger cette équipe pour te faire une conviction forte sur le fait que oui, c'est réaliste d'atteindre ce niveau de chiffre d'affaires à horizon 4 ans. Tu vas faire la même chose sur la performance financière historique où tu vas t'assurer que ce que tu achètes, c'est bien récurrent. Si je te prends un exemple concret, tu es en 2020, tu analyses un laboratoire pharmaceutique, tu doutes bien qu'en 2020, on est en plein Covid, tu as des produits qui vont être non récurrents. 2 ans plus tard, on ne se teste plus comme on se testait en 2020. Donc, tu vas nettoyer les éléments qui sont non récurrents pour être sûr que ce que tu achètes, c'est bien quelque chose de solide. Tu vas compléter ces analyses quand tu achètes une société qui produit un bien par des visites de site. Tu vas visiter l'équipement industriel pour être sûr qu'il est toujours en bon état. Et si jamais il faut le remplacer, ça a été prévu dans le business plan. Tu vas t'assurer qu'il n'y a pas de risques fiscaux, de risques juridiques qui ne sont pas prévus dans le business plan, etc. Donc, tu te fais une vraie religion sur ce que tu achètes. Tu vas présenter cette opportunité à ton comité d'investissement et donc, du coup, les convaincre que c'est une bonne opportunité à un prix donné. Et voilà, tu arrives à acheter, à convaincre le vendeur et tu achètes la société. Et là, il va se passer quelque chose de fondamental. C'est que tu vas mettre en place un alignement financier d'intérêt. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça qui fait la grosse différence entre une société cotée ou familiale et une société sous LBO. Tu vas demander à l'équipe de management qui t'a convaincu que son business plan était solide, eh bien, tu y crois dans ton business, tu vas investir dedans. Et tu ne vas pas investir 5%, tu vas investir 50% de ton patrimoine. Ou si tu sors d'une opération de LBO, on va te dire tu payes tes taxes et en général, on va te demander jusqu'à 50% de réinvestissement de ce que tu as touché net d'impôts. Donc évidemment, c'est une somme très importante. Nous, il y a beaucoup de PDG qui adorent leur entreprise. S'ils avaient été libres, ils n'auraient jamais investi autant. À la fin, ils n'ont pas le choix. Et le pendant de ça, c'est quand tu rejoins un fonds d'investissement, tu dois investir dans le fonds. Moi, quand je suis arrivé chez Carlyle, on m'a dit « Bienvenue chez Carlyle, tu vas investir ». J'ai dit non, j'ai 28 ans, j'ai pas d'argent. On m'a dit c'est pas la quantité d'euros qui va compter, c'est le montant de ton patrimoine parce que tu as participé à des décisions d'investissement. Si elles sont bonnes, tu vas gagner de l'argent au travers de ce qu'on appelle le carried interest. Alors le carried interest, c'est quoi? C'est 20% de la plus-value qui est réalisée va rester dans les mains de l'équipe et va être distribuée à l'équipe de gestion. Donc tu te doutes bien que sur certaines tailles de deal, ça peut faire beaucoup d'argent. Mais si les investissements sont moins bons, eh bien, il faut que tu aies mal, comme nos investisseurs. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris la puissance de cet outil parce que ça crée une mentalité, en fait, finalement, d'entrepreneur où tout le monde se sent appartenir à une même équipe. On est tous dans le même bateau. On a tous envie de ramer le plus vite possible pour créer le plus de valeur possible en 5 ans. Et si jamais, évidemment,
tu dois affronter une tempête. Comme tu t'en doutes, c'est très dur de prédire l'avenir. Il y a des moments, eh bien, évidemment, on est surpris. La plus grosse que j'ai traversée, c'est 2009-2010. Tu peux pas te dire, bon, bah, pas de chance, hein, on nous en voudra pas, personne n'avait vu venir ou tellement peu de personnes ont vu venir cette grande crise. En fait, la question n'est même pas là. Toi, tu as investi beaucoup, beaucoup d'argent, le management aussi. Tu dois trouver des solutions, tu dois créer de la valeur parce que tu ne veux pas perdre cet argent. Et quand tu es équipe de gestion, tu as encore un autre problème qui est, si tu plantes ce fonds, tu sais que tu dois faire autre chose parce que tu ne relèveras pas derrière. Il y aura forcément des gens qui auront réussi à mieux naviguer que toi et donc tu ne pourras pas lever ta génération suivante. Donc tout ça, finalement, ça crée des cordes de rappel extrêmement puissantes. Et c'est pour ça qu'avec l'expérience que j'ai dans cette classe d'actifs, moi je suis évidemment, comme tu t'en doutes, investisseur en private equity et c'est une classe d'actifs qui représente la majorité, voire la très grande majorité de mon patrimoine. Je me dis, en fait, il y a des gens, quand je sélectionne un fonds, il y a des gens qui ont beaucoup plus à gagner que moi si ça va bien, mais si ça va moins bien, ils ont beaucoup plus à perdre que moi. Et ce sentiment, je ne l'ai jamais eu en investissement en bourse. C'est pour ça que j'investis plus en bourse, en actions. Parce que même si tu vas me dire, oui, mais il y a des mécanismes comme les stock options, etc., ça n'a rien à voir. Une stock option, c'est quelque chose de gratuit où finalement, c'est une option que tu peux déboucler, qui peut te rapporter de l'argent si ça va bien. Là, en fait, tu as mis ton propre argent, que tu sois investisseur dans le fonds ou que tu sois manager. Et ça ne remplace pas ce qu'on appelle le mot anglais que tu connais probablement, skin in the game, où tout le monde est aligné. Et finalement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point, parce que s'il y a un point à retenir, c'est ça qui va expliquer pourquoi finalement les gens vont sacrifier leurs vacances, sacrifier leur week-end. Moi, en 2009-2010, on avait des sociétés qu'on avait achetées un peu avant. J'ai vécu une expérience assez terrible où, évidemment, on s'est pris cette tempête de plein fouet. On avait investi dans une société qui était indirectement impactée par le marché immobilier américain. Bon, c'était indirect, on ne l'avait pas vu, on n'est pas américain, donc on ne savait pas comment ça fonctionnait là-bas. Et étonnamment, notre comité d'investissement n'avait pas relevé le point, mais on a été très impacté par l'effondrement du marché immobilier américain. Donc, on aurait pu perdre la société. On ne pouvait pas la perdre, c'était un gros deal pour Carlyle. Si on perdait cette société, potentiellement, on perdait le fonds et du coup, on n'aurait jamais relevé derrière. Ça pouvait être la fin de Carlyle en Europe. Et le management aussi, qui avait mis beaucoup d'argent. Donc, on s'est battu. On a trouvé des solutions pour s'en sortir. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais faites en temps normal. On a même racheté de la dette parce qu'on a eu l'opportunité de la racheter avec une grosse décote. Et en se battant pendant 8 ans, tu te rends compte, pendant 8 ans, tu dois reporter à tes investisseurs 0,1 fois l'argent. Je peux dire que c'est très, très dur tous les trimestres de devoir dire pourquoi c'est si dur, etc. Et ils ont tous considéré que c'était perdu, ils avaient tous perdu leur argent. 0,1, donc 0,1 pour ne pas mettre 0. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on avait de la dette et que si on mettait 0, la question se posait, combien vaut la dette ? Bon, 8 ans plus tard, on a trouvé des solutions, on a créé de la valeur grâce à la dette qu'on a rachetée, on a renforcé l'équipe de management, on a trouvé des nouvelles zones de croissance, on a vendu l'actif à 1,4 fois l'argent. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur deal de Carlyle, loin de là, mais on a été félicité par beaucoup de nos investisseurs qui avaient fait une croix dessus. Bon, évidemment, j'ai pris des cheveux blancs à cette période-là, on est d'accord, mais si on n'avait pas eu cet alignement financier d'intérêt, tout cet argent investi et cette pression pour finalement lever le fonds successeur, eh bien probablement qu'on n'aurait pas consacré autant d'énergie. Donc quand tu es un investisseur particulier, que tu investis derrière ces fonds-là, eh bien tu as des gens qui vont être dédiés à trouver des solutions pour créer de la valeur quand tu es dans l'adversité la plus totale. Évidemment, quand ça va bien, les gens se posent moins de questions. Ils savent que la création de valeur sera au rendez-vous. Mais c'est vrai que quand je fais beaucoup d'interviews, moi, avec des investisseurs particuliers qui veulent mieux comprendre le LBO de l'intérieur, eh bien, je leur explique comment ça fonctionne et ça les rassure parce qu'ils se disent effectivement, ils n'ont pas de comparable sur les autres classes d'actifs où tu as autant d'alignement financier d'intérêt. Et le dernier élément, c'est la façon dont les sociétés sont gérées. Une société sous LBO, ce n'est pas géré de la même façon qu'une société cotée. Le premier élément qui est très différent, c'est l'unité de temps. Dans une société sous LBO, tu te donnes 4 à 5 ans pour créer le plus de valeur possible. Quand tu es dans une société cotée, tu le vois, ce sont des stratégies parfois à 10 ans. Tu as la grand-messe tous les trimestres où tu vas faire les reporting à tes investisseurs. Donc, tu vas reporter sur la performance trimestrielle, les ressources humaines, la stratégie. Ce grand meeting, tu le fais tous les mois à l'échelle du LBO parce que 3 mois, c'est une éternité. On a une société que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Verbaudet, qui n'était pas fermée parce qu'elle distribue des habits et des jouets pour enfants. Sauf que c'était une société qui avait déjà pris le virage digital depuis plusieurs années. Donc, elle avait une 70 magasins qui étaient fermés. Mais elle a pu continuer à opérer. Sauf que quand toutes les semaines, on t'annonce que la Poste va te réduire un camion la semaine prochaine pour cause de Covid, eh bien, il faut trouver des solutions. Tu as des problèmes logistiques concrets. Et donc, en LBO, tu préfères trouver la solution la veille que le surlendemain parce que chaque minute compte. Donc,
ça, c'est quelque chose aussi de fondamental. L'autre élément qui est aussi très, très différent, c'est la stabilité de la stratégie. Tu l'as compris, quand on achète une société sous LBO, c'est qu'on l'achète pour en faire quelque chose de particulier. On ne se dit pas, tiens, c'est une société sympa, le management est sympa, ça a l'air d'être un marché en croissance. Non, tu l'achètes parce que tu veux la faire passer d'un point A à un point B. Donc, tu as un plan très précis pour la faire croître et l'amener à ce fameux point B. Parfois, tu vas changer de chemin parce que, évidemment, l'environnement économique a changé, donc tu n'es pas stupide, tu t'ajustes, mais c'est toujours avec cette obsession de l'amener à ce fameux point B. Et après, tu as évidemment tout ce que le fonds va apporter. Un fonds, ça va épauler une équipe de management, à la fois avec des moyens financiers importants. Tu es dans une industrie où il y a beaucoup, beaucoup d'activités de consolidation. Les CGP, c'est un marché très, très fragmenté. Donc, du coup, il y a beaucoup de fonds qui s'intéressent à cette industrie. Et donc, ils vont apporter des moyens financiers pour pouvoir aider une société plateforme à racheter des plus petits acteurs pour grandir et pour générer des synergies et du coup, transformer l'entreprise et créer beaucoup de valeur. On revient juste sur les principaux avantages d'investir dans le private equity pour un particulier. On a parlé de la performance, la diversification, de la grande différence du coup avec le marché coté. Est-ce que tu vois d'autres avantages à noter ? Le principal avantage, je considère, moi, c'est le couple risque-rendement. C'est-à-dire que je ne connais pas de placement où tu peux générer un tel niveau de rendement avec finalement un risque si modéré quand tu sais, là encore, sélectionner les grands gérants. Parce qu'évidemment, avoir des rendements très élevés, si je te parle là, je parle du LBO, si je te parle de venture capital, tu peux faire, x100 sur une société, c'est possible. Après, le risque, c'est que tu perdes ton argent sur 50 ou 60 autres sociétés. Là, le LBO, ce n'est pas du tout ce profil-là. C'est quelque chose, là encore, des sociétés beaucoup plus matures, des sociétés qui ont démontré leur capacité à générer de la croissance, quel que soit les cycles économiques, parce qu'on s'associe, là encore, à des gens qui sont expérimentés, des gens qui sont là depuis 25-30 ans, qui ont passé des cycles, qui en sont à leur 6e, 7e, 10e, 11e génération. Donc, c'est aussi lié aux critères qu'on va utiliser pour générer cette sélection. Mais quand on a cette sélection sur la table, on a énormément d'expérience autour de la table, énormément d'alignement d'intérêts. Et donc, à la fin, eh bien, c'est vrai que sur le papier, je ne vois pas très bien où je pourrais, moi, à titre personnel, investir mon argent pour atteindre ce niveau de rendement avec finalement une prise de risque aussi modérée. Et donc, tu fais vraiment le distinguo dans le private equity entre le segment du LBO et les autres, ou en tout cas par rapport aux ventures. Tu as, si tu veux, déjà, ça se voit, c'est le LBO qui a la plus grosse part de marché. Le venture, quand tu demandes à des gens sophistiqués, ils vont dire oui, je vais investir 2% de mon patrimoine, mais ils vont le faire sur des dizaines, voire centaines d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ça dépend de tellement de choses. C'est très lié à Le taux de perte est énorme. Le taux de perte est énorme parce que tu dépends d'une équipe de management uniquement. Tu n'es pas sur un business, tu n'es pas sur une marque, tout est à faire. Et finalement, il suffit qu'il y ait un changement majeur au niveau du fondateur ou qu'il ait un accident ou quoi que ce soit. Et ton investissement peut partir à la cave. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement risqué. Après, tous les gens qui ont fait de l'argent dans ce segment-là ont énormément à diversifier. Mais quand je dis énormément, c'est en centaines de sociétés. Parce que tu as des écarts types très, très élevés. L'avantage du LBO, c'est que tu as un écart type par rapport à la moyenne, c'est-à-dire l'écart entre la moyenne et les meilleurs, qui est relativement faible. Plus les fonds sont gros, plus tu es proche de la moyenne. Quand tu es sur des LBO mid-cap, tu as un écart plus grand, donc tu as évidemment plus de risques de te tromper, d'où la sélection qui est fondamentale et d'où l'importance de s'associer à des experts comme nous. Mais tu as une volatilité beaucoup, beaucoup plus forte sur du venture ou sur du gross equity. Alors, tu parlais du ratio rendement-risque. Est-ce que justement, maintenant, on peut parler des risques du private equity, du risque d'ailleurs, des risques du LBO ? Évidemment qu'il faut qu'on parle du risque de liquidité. Je ne sais pas si tu veux qu'on commence par celui-ci. Alors pour moi, ce n'est pas un risque, c'est juste la façon intrinsèque dont le marché du LBO est structuré. C'est que les marchés privés sont structurés. Le risque, c'est que la personne ait besoin de ses fonds. Donc ça, il faut bien être conscient que c'est bloqué. Non, mais c'est pour ça que les gens qui connaissent le private equity te disent OK, vu la qualité des fonds que tu as sélectionnés, je sais que mon risque, c'est pas que ça se passe mal. Mon risque, c'est que tu me rends de l'argent plus tard. Donc, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, faut être honnête. Il y a des fonds qui ont investi en 2019, 2020, 2021 dans un marché qui n'était pas le même, comme je l'ai décrit. Donc, pour jouer à l'époque dans ce marché, il fallait accepter de payer cher, ou relativement cher. Moi, j'étais dans un fonds il y a encore 3 ans. C'est sûr que pendant 2 ans, on a essayé de faire un deal, on n'a pas réussi parce qu'il fallait accepter de surpayer. Bon, on n'est pas mécontent de l'avoir fait parce que, évidemment, la musique s'est arrêtée, il y a des gens qui ne trouvent plus de chaises. Mais effectivement,
il y a des fonds aujourd'hui qui ont du mal à trouver preneur aux valorisations, donc ils gardent plus longtemps. Et donc, ils se disent, les marchés ont baissé, donc on va consolider nos parts de marché, faire des acquisitions complémentaires à bon prix. Donc, on a finalement très peu de deals qui sont vendus et donc très peu d'argent qui est rendu aux investisseurs. Donc, il faut patienter plus longtemps. Après, oui, dans le principe, le private equity, c'est un investissement sur le moyen long terme. Donc, il faut accepter que l'argent ne soit pas liquide. Après, comme je disais, il y a différentes stratégies. Le LBO, c'est celle qui va mobiliser ton argent le plus longtemps parce que tu dois accepter que pendant 4-5 ans, on ne te distribue rien du tout. Donc, tu vas être en phase d'investissement. Après, bon, c'est un avantage en bourse, on va dire qu'il y a beaucoup de liquidités et Bien que tu sûr. puisses retirer quand tu le souhaites. Mais d'un autre côté, ça permet aussi des comportements boursiers néfastes, comme retirer au bout de 6 mois, alors que la bourse, c'est quand même du long terme. Là, le private equity, finalement, on est obligé de tenir à long terme. Et donc, finalement, c'est une bonne chose. Ça oblige d'avoir un bon comportement C'est d'investisseur. un très bon point. Après, il y a aussi beaucoup de gens, et ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, qui sont fatigués de la volatilité des marchés boursiers. Tu te remets là encore pendant le Covid, on est tous confinés, c'est la fin du monde. Tous mes copains qui étaient en banque d'affaires, donc qui participent à des opérations d'achat-vente, m'ont dit, l'année est finie, on se retrouvera en janvier. Les analystes, du coup, étaient très, très déprimés et les valorisations se sont effondrées. Bon, en LBO, comme tu le dis, ou en private equity, tu ne peux pas vendre. Donc, de toute façon, les valorisations, en plus, elles sont faites de manière trimestrielle sur des approches multicritères. L'approche boursière n'était pas pertinente. Pourquoi? Parce que, en fait, les valorisations s'étaient effondrées, mais les analystes n'avaient pas revu leur projection de budget. Donc, en fait, les ratios ne voulaient rien dire. Tu ne pouvais pas diviser la valeur de l'entreprise par son budget parce que le budget n'était pas lié à l'environnement vu qu'il n'a pas été refait. Donc, ça a été fait sur des analyses multicritères et tu regardes les valorisations des portefeuilles des sociétés dans les fonds, eh bien, elles ont continué à croître dans 3, 6 mois, etc. Ça n'a pas été perturbé parce que finalement, dans les marchés boursiers, très vite, eh bien, les analystes, au bout de 3 mois, ont réalisé que en fait, on continue à travailler, l'activité s'est pas du tout arrêtée. On a été libéré de mémoire au mois de juin et finalement, les marchés sont repartis très très fort, qu'on appelle une courbe en V en anglais, V-shape. Et toute l'activité M&A est repartie très fort. Et finalement, les banques de M&A ont fait une super année en 2020, donc de fusion et acquisition. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Et cette volatilité-là, effectivement, tu ne l'as pas sur du private equity parce que oui, les valorisations vont être impactées par les marchés boursiers si ça dure très longtemps, s'il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque, type une grande crise financière. Mais finalement, ce Covid, on s'est très vite rendu compte que le monde a continué à fonctionner et finalement, très vite, les valorisations boursières sont reparties. Et du coup, pour revenir sur Archinvest, pourquoi vous avez créé Archinvest? Et puis, comment ça fonctionne aussi? Comment vous sélectionnez vos fonds? Dans quoi investissent finalement les particuliers qui vont investir sur les fonds d'Archinvest? Alors, pourquoi on a créé Archinvest? C'est assez simple. Donc, on est 3 amis qui avons fait toute notre carrière dans des grands fonds de private equity en tant qu'investisseurs. Et donc, on a identifié ce besoin, cette demande de plus en plus importante des investisseurs particuliers qui veulent accéder à des grands fonds de private equity. Et donc, on s'est dit, on a une solution à apporter à des investisseurs particuliers qui aimeraient investir dans ces grands fonds, mais qui ne peuvent pas. Et donc, finalement, chez Archinvest, on propose vraiment l'ensemble des produits pour investir en private equity, que vous soyez un investisseur qui ne connaissez pas encore le private equity, qui avait peut-être que 100 000 € à mettre, où là, on vous conseillera une diversification dans le cadre d'un fonds de fonds, parce que vous allez être exposé sur 3, 4 gérants, 50, 60, 5 000 sociétés sous-jacentes, en passant par parfois des investisseurs qui sont dans des family office, qui ont plusieurs millions à investir et qui vont investir dans des fonds uniques, voire même dans du co-investissement direct. Vous avez beaucoup de managers de LBO qui aiment investir eux-mêmes dans les sociétés qu'ils choisissent et donc ils investissent en co-investissement. Donc, c'est pour ça qu'on a un profil d'investisseur extrêmement diversifié pour permettre à chaque investisseur, en fonction de son niveau de connaissance du private equity et de son profil de risque-rendement et de son appétence pour la liquidité, de trouver la stratégie et le format qui lui correspond. Et donc, tous nos produits sont accessibles via 4 canaux de distribution, soit en direct, soit via un compte titre, soit via l'assurance vie luxembourgeoise uniquement, soit via une société holding, une personne morale. Donc on n'est pas dans l'assurance vie française, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ce sont des mécanismes différents où l'argent vous est appelé immédiatement et donc évidemment ça détériore votre rendement. Comment on fait du coup pour investir chez Archinvest? Alors,
C'est une plateforme digitale, donc vous avez un parcours complètement digitalisé où le partenaire va onboarder son client et du coup, on va faire tout ce qui est de KYC, donc en anglais Know Your Customer, enfin en français connaissance des clients. Tout ce qui va être souscription va être digitalisé, donc le partenaire va recevoir une copie du bulletin qui est envoyé au client. Tout ce qui va être appel de fonds, relance, etc., ça se passe aussi de manière digitalisée. Le partenaire est copié, mais c'est nous qui nous occupons de tout ça pour permettre, en fait, l'idée derrière ArchInvest, c'était permettre à nos partenaires de pouvoir faire investir en private equity des investisseurs dans des grands fonds institutionnels avec finalement une flexibilité, une fluidité et une souplesse extrêmement élevée. Alors ensuite, la question, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 15 000 fonds dans le monde. Comment on fait pour s'y retrouver? Bien, nous, on a une approche de sélection qui permet, comme je disais, de ne pas répliquer la moyenne, mais d'aller chercher les meilleurs fonds, ceux qui sont les fonds du premier quartile, qui ont délivré une performance à 20% ou plus depuis de nombreuses années. Le premier critère, c'est déjà d'aller sélectionner des gérants qui sont très expérimentés, donc des gérants qui sont établis depuis plusieurs générations, des gens souvent qui en sont, comme je disais, à leur 6e, 7e, 10e ou plus fonds, et qui sont établis depuis 25-30 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des gérants qui sont passés au travers de pas mal de cycles économiques, qui ont beaucoup de recul par rapport à ces environnements économiques. Et évidemment, quand on est dans la situation actuelle où la visibilité est quand même pas extraordinaire, eh bien, on préfère être accompagné par des équipes qui ont beaucoup de sérénité à leur comité d'investissement parce qu'ils sont passés par de nombreuses situations. On va sélectionner des fonds qui font souvent plus d'1 milliard. Pourquoi? Parce qu'un fonds de plus d'1 milliard va investir dans des sociétés de grande taille, donc qui vont être diversifiées d'un point de vue géographique et sectoriel. Et là encore, ça rejoint notre souci de diversification. Donc vous allez comparer ces fonds par vintage, donc en fonction des périodes de levée, et vous allez regarder ceux qui ont délivré les meilleures performances. Nous, on ne va pas évidemment vous sélectionner le fonds qui a une très bonne performance, puis une performance moyenne, puis ça revient à... Non, ce sont des fonds qui, quels que soient les environnements, ont montré qu'ils faisaient partie des meilleurs. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement rassurant, c'est que vous avez beaucoup d'expérience, de résilience autour de la table. Et on va sélectionner des fonds qui ont une approche ESG aboutie. Ça veut dire quoi? Des fonds qui ont une équipe dédiée à cette thématique, qui produisent un rapport ESG annuel. Alors pourquoi? Environnement, Environnement, social governance, ouais. ouais, c'est ça, ESG. Donc des critères d'investissement socialement responsable. Exactement. Alors pourquoi? Pour deux raisons principales. On a une conviction forte chez ArchInvest que, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, les sociétés qui ont pris le virage ESG vont croître plus vite que les autres. Et aussi, c'est surtout qu'on voit déjà des investissements qui ne peuvent pas être effectués par des fonds. Pourquoi? Parce que tu as des institutionnels dans ces fonds qui disent au fond, tu sais quoi, si tu veux être associé à ce genre de profil, libre à toi, mais nous, sache que si tu le fais, on ne t'accompagnera pas sur ta prochaine levée. Donc en général, le fonds passe son tour, il y a moins de demandes sur l'actif, donc un prix moins bon. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on va sélectionner en fait ces gérants avec ce prisme ESG. Alors si ça te va, maintenant on va faire un petit exercice de questions un peu plus rapide. Quel est le plus grand défi du private equity en ce moment? Je pense que le plus grand défi aujourd'hui pour les fonds de private equity, c'est diversifier leur collecte. La philosophie d'ArchInvest en une phrase. En une phrase, c'est permettre à des investisseurs particuliers d'investir dans la même qualité de fonds que des institutionnels sophistiqués qui ont compris depuis 25-30 ans que quand on sait sélectionner les bonnes équipes, on a accès à ces grands rendements. Est-ce que le private equity est réservé aux plus riches? Alors déjà, ça dépend de ce qu'on appelle plus riche, mais disons que jusqu'à présent, c'était réservé à des institutionnels parce que, comme je le disais, même des gros family office, mettre 20 millions d'euros ou de dollars sur un seul gérant, ce n'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient faire. Donc aujourd'hui, c'est plus réservé du tout aux plus riches parce qu'on peut considérer que quand on peut déployer 70 000 euros dans un fonds de secondaire qui est du private equity avec des fonds de qualité institutionnelle dessous, hein, attention, on n'est pas en train de dire on est vis-à-vis des particuliers avec des tickets plus faibles, donc la qualité est moins bonne, c'est la même qualité. Bon, on peut considérer que si 70 000 euros qui vont être appelés sur 4 à 5 ans, c'est que ça reste des montants relativement accessibles pour certaines personnes, pour des stratégies très adaptées quand on ne connaît pas bien le private equity. On rappelle aussi accessible à 1 000 euros sur assurance vie, mais qualité un petit peu dégradée, effectivement. Si tu devais sélectionner un segment du private equity, donc venture, LBO, growth, capital retournement, alors j'ai ma petite idée, je pense que tu vas répondre LBO. Non, mais disons que si on parle à des investisseurs qui ne connaissent pas forcément la classe d'actifs, qui n'ont pas forcément 30 millions à investir, évidemment, le LBO, c'est la classe d'actifs la plus solide, la plus diversifiée, qui peut apporter ce couple rendement-risque extrêmement intéressant. Donc oui, sans hésiter, faites du LBO. Ton plus gros deal? Mon plus gros deal, c'est Zodiac Marine, c'est l'activité marine de Zodiac, c'était plus d'1 milliard. Alors peut-être des questions un peu plus personnelles, hein, je ne sais pas si tu vas y répondre. Ta meilleure décision financière?
C'est justement sur ce deal où on a pu travailler tranquillement avec le management pour créer cette valeur et sortir 1,4 fois à la fin. Donc, c'était sûrement la meilleure décision qu'on ait prise. Ok. Et alors, la pire maintenant? La pire, c'était sur BNB. Ça faisait 5 ans qu'on avait l'actif. On a lancé le process. On a eu beaucoup de demandes, notamment pour vendre, notamment de fonds américains. Et il y a eu les attentats en France. Du coup, on a perdu l'attraction d'un fonds américain qui était extrêmement motivé. On a continué le process alors qu'effectivement, on aurait sûrement dû s'arrêter parce que finalement, 6 mois plus tard, l'environnement était bien meilleur. Tu as une grande carrière dans le private equity qui est, on l'a dit tout à l'heure, très exigeante. Quelle est ta meilleure habitude quotidienne? Je ne suis pas un grand amateur des habitudes permanentes. Chaque jour, je fais ces 5 minutes, 10 minutes. Non. Moi, j'aime bien justement les surprises que me réserve la vie. Private equity, à partir de quel montant de patrimoine, selon toi, il faut en avoir? J'ai envie de dire, quelqu'un qui n'en a jamais fait, on va lui recommander une diversification à hauteur de 10-15% qui pourrait monter plus tard jusqu'à 25-30. Donc, on est sur 700-800 000 euros si on veut commencer par du LBO secondaire avec des appels sur 70 000 euros, par exemple. Ouais. Oui, c'est ça. Ça reste quand même réservé encore à des gens qui ont quand même un patrimoine assez important. Oui, tout à fait. Mais là encore, c'est une diversification qui permet d'atteindre ces rendements qui sont forcément liés évidemment à un montant de patrimoine parce que il y a des produits moins chers, mais comme on l'a dit, ce n'est pas du tout les mêmes frais, ce n'est pas du tout les mêmes rendements. Donc, mais le private equity tel que nous, on le propose chez Archinvest, c'est là encore, il ne faut pas perdre de vue que vous allez mettre peut-être 70 000 euros quand des institutionnels mettent des tickets de 20, 50, 100, 200 millions dans le fonds. Ouais, et ça reste le même fonds. C'est ça. Il n'y a pas un produit qui a été fait pour les investisseurs particuliers qui ont moins d'argent et un produit qui reste le meilleur pour les instituts. C'est le même produit. Durée moyenne de détention recommandée d'un fonds de private equity? Alors, la réponse, elle est simple. C'est la durée de vie du fonds. Parce que si vous faites du private equity en disant « Tiens, je vais investir dans un fonds de LBO et puis dans 6 ans, je m'achète une résidence secondaire », vous allez être déçu par la performance, effectivement, parce que la performance, elle est sur la durée de vie de l'investissement. Donc, il faut rester sur cette durée de vie. Donc, oui, quelqu'un qui me dit ça, je lui dis, tu sais quoi, c'est pas le bon produit pour toi. Si tu veux vraiment faire du private equity, il faut que tu sois prêt. Soit sur la dette privée, ça dure 8 ans, soit sur les fonds de private equity LBO, ça dure 10 ans. Donc, il faut que tu sois prêt à rester jusqu'à la fin. Même 10 ans, et parfois, on peut avoir une prorogation de 1 an, Alors, 2 ans. Sur le papier, on peut. C'est de moins en moins le cas. Souvent, les fonds, ce qu'ils font, c'est que plutôt que de négocier une extension, ils vont créer un véhicule ad hoc avec un fonds secondaire. Ils vont basculer le ou les deux sociétés qui restent, qui ont parfois besoin de plus de temps parce que soit il y a eu un événement pas prévu, donc on a fait du travail. Si on le vend maintenant, on se dit bah oui, mais l'acheteur, il va vraiment pas le valoriser. Dans 2 ans, les résultats seront là, donc il va le valoriser. Donc on se donne 2 ans de plus plutôt que d'étendre. On fait ce qu'on appelle un fonds de continuation. C'est ça. Et puis on rappelle aussi qu'il peut y avoir des distributions entre temps. Bien sûr. Donc à partir de 5, quoi. Et que c'est par appel. Juste avant, tu parlais de skin in the game. Quel pourcentage, je ne sais pas si tu peux nous dire, quel pourcentage de ton patrimoine à peu près tu as en private equity? C'est plus de 50%. Et j'ai envie de te dire, si je pouvais mettre 100%, je le ferais. Après, je suis dans une assurance vie luxembourgeoise qui nécessite évidemment de la liquidité. Donc, j'ai quand même une part de liquidité. Mais comme je te l'ai dit, je considère, je n'ai pas d'actions. Mes actions, c'est du private equity. Donc, je vais avoir des produits type obligataire, un petit peu de produits structurés aussi. Mais à partir du moment où tu considères que le private equity, ce sont des actions mieux gérées que les actions cotées, ce serait bizarre de te dire que j'achète des actions. Un peu d'immobilier? Je suis pas du tout immobilier. On est pareil. Pourquoi pas immobilier? Parce que je considère que l'immobilier, c'est quand même très, très lié au cycle économique dans lequel tu investis. On a vécu pendant 10 ans des taux d'intérêt très faibles, des banques qui prêtaient avec très peu d'apports. Donc, effectivement, les rendements immobiliers ont été très élevés, principalement grâce aux structures qui ont été mises en place. Aujourd'hui, évidemment, le monde a changé. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont collés. Il faut mettre plus d'equity, de capital. Les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, les rendements, évidemment, sont plus faibles. Moi, ce que j'aime dans le LBO, c'est que on a des optionalités. L'immobilier, comme tout le monde le sait, c'est location, location, location. Donc, c'est l'endroit, l'endroit, l'endroit. Si tu t'es trompé sur l'endroit, tu peux faire ce que tu veux. Tu t'es trompé, ça ne marchera pas. Dans le LBO, tu as beaucoup d'optionnalités. Tu peux lancer un nouveau produit, tu peux renforcer ta part de marché, acheter un concurrent, créer des synergies. Donc, en fait, tu n'es pas les 2 pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire. Donc, c'est beaucoup plus facile, en étant évidemment malin et agile, de créer de la valeur que si finalement, tu as peut-être fait une erreur, mais tu peux transformer l'entreprise. En immobilier, si tu as fait une erreur à l'achat, c'est compliqué. Et l'immobilier, c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas forcément évident. L'immobilier physique, en tout cas, après, j'apprécie plutôt l'immobilier papier, SCPI. Pas mal diversifié aussi et c'est une classe d'actifs très intéressante aussi, je trouve. C'est donc la signature de ce podcast. Est-ce que tu as un secret d'investisseur, un conseil,
un mantra ou une approche personnelle que tu gardes toujours en tête quand tu investis? Bon, déjà, évidemment, je vais investir derrière quand je connais pas le sous-jacent derrière des experts, en fait. J'investirai jamais derrière quelqu'un qui s'est improvisé, sur les produits structurés et cetera. Moi, je connais rien au marché coté, je connais pas les fonds actions, je connais pas les produits structurés, je connais pas les marchés obligataires. Donc là, évidemment, je vais me chercher, des gens qui sont, très, très experts. Et évidemment, ça rejoint ce que tu disais, skin in the game. S'il y a la possibilité dans ces investissements, d'avoir la démonstration que l'équipe qui me propose le produit a investi dedans parce qu'avant tout elle y croit, pour, lui, pour elle-même. Nous, c'est ce qu'on fait chez Archinvest, évidemment, on investit dans Mmh. tous les fonds qu'on propose, hein, on a de l'argent à investir et donc si c'est un bon investissement pour tes investisseurs, ce sera déjà un bon investissement aussi pour nous. Donc évidemment, on investit dans tous les fonds qu'on propose. Ça, c'est fondamental. Quelqu'un qui me dit: «Ça, c'est super, tu devrais y aller», mais que tu lui dis: «Mais toi, t'en as pris?» «Non, parce que moi, tu comprends, c'est compliqué». Bon, forcément, ça me donne pas beaucoup confiance, surtout quand je connais pas bien, évidemment. Donc le skin in the game, j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Tu peux pas te dire parce que, la personne en est convaincue, c'est forcément bien, parce que tu as aussi des gens qui, sont aveuglés par, quelque chose, ils connaissent que ça, ils ont rien vu d'autre et cetera. Donc c'est pas parce que, par exemple, l'équipe de management dirait: «Je mets tout, je remets tout 100 dedans» et c'est super, ça suffit pas, hein. Je ferai mon analyse évidemment sur, quelle est la dynamique, de l'entreprise, le marché et cetera. Mais évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant plutôt que le manager qui dit: «Non mais tu comprends, là je vais partir à la retraite, donc il faut que j'en garde pour ma retraite». Non, ça c'est compliqué. S'il gère un business, qui t'a vendu un business plan et que c'est pas le meilleur endroit pour lui pour investir son argent, tu as le droit d'avoir des doutes. Super, merci beaucoup Pierre-Olivier. Merci Mathieu.